Les rêves guident nos nuits, les synchronicités nos jours. Cela veut donc dire que les synchronicités sont au jour, ce que les rêves sont à la nuit. J'adore cette citation, que j'ai plus ou moins étirée et paraphrasée, mais elle est très utilisée lorsque l'on parle de ce monde étonnant, fascinant, voire inouï, qu'est le monde des synchronicités. Alors j'en profite en passant pour saluer l'auteur de cette formule si juste, si précise, si concise, qui reflète l'essence même de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue au nom de Tarot sans frontières à toutes celles et ceux qui sont là, à l'écoute, et dont la motivation intérieure est de saisir la force transformatrice qui est au cœur, au sein de chaque synchronicité. En premier lieu, j'aimerais attirer votre attention sur l'une des caractéristiques majeures qui, en quelque sorte, tire un trait d'union entre le rêve et la synchronicité. Tous les deux, le rêve comme la synchronicité, utilisent un même langage, le langage symbolique. C'est un langage qui, comme le tarot et d'autres supports, demande un décryptage, qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais qui est toujours porteur de sens et de révélation. J'utilise constamment le décryptage des arcanes pour accéder à une autre réalité qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil. En quelque sorte, on mène l'enquête. Et il n'est pas rare qu'au cours d'une consultation, la personne venue qui est à la recherche de sens en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi ça se passe, et qui aimerait avoir une vision un peu plus claire, cette personne apporte une synchronicité qu'elle vient de vivre. Et on l'utilise durant la session pour approfondir en fait la connaissance et en fait de décrypter quelles sont les zones de chamboulement. Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans sa vie? Quel est le sens du remue-ménage intérieur? Personnellement, en tant que tarologue, j'aime beaucoup utiliser l'analogie. Alors l'analogie, c'est une forme de rapprochement entre deux réalités, l'une matérielle, l'autre plus conceptuelle, plus abstraite. Et ce rapprochement d'une réalité matérielle permet de dire l'indicible, permet de toucher l'impalpable, permet de voir l'invisible. Alors j'aimerais ici rapprocher la notion de symbole avec celle d'une bâtisse. Car comme une bâtisse, le symbole est construit sur plusieurs étages. Alors allons faire un petit tour dans l'édifice et dans les différents étages qui le composent, tout comme le symbole. Donc nous allons commencer au premier étage des premiers étages, les fondations. Alors les fondations représentent la dimension archétypale et universelle du symbole. C'est la zone d'échange inconscient d'images fondatrices qui sont en résonance avec l'humanité dans son ensemble. Alors prenons un exemple, un symbole, celui de l'oiseau. L'oiseau symbolise la libération de l'apesanteur. Et pour ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience de voler en rêve, on sait que ça ne s'oublie pas. Et qui d'ailleurs n'a pas rêvé de voler? L'oiseau, c'est un messager du ciel. C'est celui
qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est l'allégorie de l'âme. L'oiseau présent sur l'arcane majeur 17 du tarot, l'étoile, nous amène à nous poser quelques questions. Représente-t-il l'âme de cette femme, nue, prête à accéder à d'autres dimensions plus subtiles de son être, après avoir purifié son corps? Ou alors, est-il en train de se poser sur l'arbrisseau pour apporter un message, un présage, à cette femme dont la réceptivité semble accrue et dont la chevelure bleue et abondante en témoigne? Interroger un symbole est l'une des méthodes efficaces de décryptage. Et ceci est vrai aussi pour les symboles présents dans vos synchronicités. Retournons à notre analogie, si vous voulez bien, avec l'édifice. Et allons voir les pièces que l'on appelle intimes, telles que la chambre à coucher, évidemment, la salle de bain, les toilettes, le boudoir. Et elles représentent toute la dimension personnelle du symbole, c'est-à-dire cette dimension qui est rattachée directement au vécu de l'individu ou à des mémoires passées, profondes, inconscientes, non révélées. En d'autres termes, il n'y a rien d'universel à cet étage. Alors il y a aussi dans notre édifice le niveau dit collectif. Il représente les pièces telles que le hall d'entrée, la salle à manger, la salle de jeu, le salon, même si le salon représente un plus petit comité. Et cet aspect-là représente l'aspect culturel et cultuel du symbole. C'est-à-dire qu'on partage le symbole avec plusieurs individus qui s'assemblent parce qu'ils ont les mêmes croyances, religieuses ou pas d'ailleurs, les mêmes traditions, les mêmes valeurs sociétales, la même éthique. Donc à ce niveau-là, on parle le même langage, donc on se comprend. À cet étage-là du symbole, il y a consensus, c'est-à-dire que l'on accorde le même sens à un symbole. Et donc, on pourrait l'appeler cet étage le tronc commun du symbole. Alors prenons un autre exemple ici, le symbole du noir. Traditionnellement, le noir correspond à la couleur du deuil en Occident, alors que c'est le blanc en Asie. Le blanc et le rouge en Chine. Et si vous allez en Iran, c'est le bleu ou le jaune en Égypte. Donc on se rend bien compte que l'on n'investit pas de la même façon les étages du symbole. Et qu'en fonction de nos croyances, de nos cultures, de nos traditions, un même symbole va varier dans son signifiant. Mais si l'on redescend dans les fondations de notre édifice, c'est-à-dire dans les fondations du symbole, eh bien, on va retrouver la dimension symbolique universelle du noir qui correspond à l'incréé, à l'indifférencié, au chaos, au néant primordial. Alors juste cet exemple, l'exemple du noir, nous montre bien toutes les dimensions possibles et toutes les informations que contient le symbole. Et c'est pour ça qu'il regorge d'éléments qui va nous permettre un voyage au cœur de notre être. Revenons à notre bâtisse, à notre édifice, et allons voir les pièces majeures que sont la cuisine, la bibliothèque, l'atelier, qui abrite plutôt, dirons-nous, une activité manuelle, et puis le bureau, une activité plus intellectuelle. Alors ces pièces-là représentent la dimension thérapeutique du symbole.
dont la fonction est de réparer, de réunir ce qui a été séparé, fragmenté. Freud disait que si l'esprit ne symbolise pas, il somatise. Et le psychologue Marc Fréchet explique et associe les symptômes, donc du corps, à des inaboutis, à des événements qui n'ont pas eu de finalité, qui sont restés en suspens et qui demandent une forme de résolution. Donc la fonction thérapeutique du symbole est de ramener ensemble ce qui a été séparé et ce qui est quelque part en exil dans notre mémoire et quelque part inaccessible. Donc le symbole va le chercher. Puis nous avons au cœur de notre édifice le haut, donc la toiture, la charpente, le grenier. Et ce sont ce qu'on appelle les fondations du haut. Et avec les fondations du bas, ensemble, ils constituent l'unité, ils forment, ils préservent l'unité du symbole. Parce qu'ils cimentent, ils renferment toutes les composantes et à tous les niveaux. Et les analystes jungiens ont une très très belle expression. Ils appellent cela les cieux profonds. Et on voit bien comment le haut se rallie au bas et vice-versa. Et comme on le dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les fondations du haut sont aussi une représentation de la valeur archétypale et universelle du symbole. L'archétype étant relié au principe de correspondance universelle qui le constitue. Donc, comme pour un édifice, les fondations, la toiture, entre les deux existent toutes les pièces de l'édifice, quelles qu'elles soient. Et ces deux parties-là maintiennent l'édifice. Et ben, c'est de la même façon, pour le symbole, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les fondations du bas, les fondations du haut contiennent tous les aspects, toutes les dimensions du symbole et donnent en quelque sorte une cohérence à cette unité et un mystère. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de décryptage et de décodage. Et puis au sein de notre édifice, nous avons d'autres structures, d'autres espaces que l'on dit de passage. Alors de quoi parle-t-on? On parle évidemment des escaliers, des couloirs, voire des ascenseurs, qui permettent des échanges entre les différents niveaux de l'édifice. Ils mettent du lien, ils mettent en lien ces différents niveaux. Alors, pour reprendre notre analogie entre l'édifice et le symbole, eh bien aussi il y a une circulation entre tous les niveaux du symbole, entre toutes les dimensions du symbole. Et ces liens de passage permettent une communion de toutes ces dimensions. Ils offrent aussi l'accès au sens, au signifiant du symbole. Et c'est aussi pour cette raison-là que le symbole est un outil de connaissance de soi. J'aime beaucoup cette association, cette analogie avec la bâtisse pour comprendre la dimension structurelle du symbole. Alors je vous invite tous à dessiner un édifice, à prendre les images et les symboles que vous avez et qui arrivent et qui participent à vos synchronicités, à les mettre en forme, en espace et à découvrir, en passant par les cages d'escalier et les ascenseurs, les liens qui existent entre toutes ces images et qui vont vous raconter une histoire que vous n'avez peut-être pas encore entendue. Interrogez les symboles présents dans vos synchronicités, menez l'enquête,
ils sont des portes ouvertes sur l'inconscient. L'inconscient communique par allusion. Il n'a pas les mêmes moyens que le conscient, façon de parler, pour communiquer. Ce n'est pas comme si vous avez envie, en parlant à un ami, de communiquer une vérité, d'affirmer quelque chose, donner une information. L'inconscient ne peut que parler par allusion, dont le symbole est le garant. Lorsque l'inconscient communique, le conscient doit accepter qu'il n'est pas le maître du jeu et du je, d'ailleurs. Il doit accepter qu'il n'a pas accès à toutes les réalités. Et quelque part, cela demande un peu d'humilité. Ceci dit, vous avez toujours le choix d'ignorer le message. Et si vous allez en direction de ce message, vous irez en direction de vous-même, à la recherche du soi, avec un grand S. J'ai décidé de vous présenter un cas d'étude de synchronicité et l'exploration symbolique qui l'accompagne. Et j'ai donc demandé la permission à une de mes clientes du nord des États-Unis, qu'on appellera ici Joy, de pouvoir utiliser son expérience et ce qui s'est passé pour elle récemment. Alors voici son histoire, ses synchronicités et la transformation qui s'en est suivie. Tout commence avec l'envie pour Joy d'acheter une nouvelle voiture. Donc elle rend une première visite à un concessionnaire automobile et elle ne se décide sur aucun modèle, elle rentre. Quelques jours plus tard, ce même concessionnaire l'appelle et lui annonce « J'ai la voiture qu'il vous faut ». Donc Joy prend sa voiture, celle qu'elle va aller échanger si cette fameuse voiture lui convient, et elle s'en va. Alors me direz-vous, bon, c'est une histoire un peu banale, j'en conviens. Ceci dit, avant de partir, Joy décide de demander un signe à l'univers, de demander à l'univers de lui faire un petit clin d'œil pour lui dire oui, c'est la bonne voiture. Et Joy, je vous en parlerai plus tard, a ses raisons de vouloir être soutenue et guidée pour faire un bon choix cette fois-ci. Alors j'en profite ici pour faire une parenthèse sur l'une des caractéristiques fondamentales de la synchronicité. C'est qu'elle survient à un moment où vous n'avez pas forcément la réponse à votre question. Ou alors, vous n'entrevoyez pas la porte de sortie à votre dilemme. Ou bien, vous êtes en demande de confirmation. Mais, et le mais est très important, vous êtes dans une disposition d'ouverture, d'esprit et de cœur. C'est Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse, qui a donné le nom de synchronicité à ces phénomènes d'occurrence simultanée entre deux événements, ou plus d'ailleurs, qui n'ont aucun lien de causalité entre eux et qui pourtant sont chargés de sens pour la personne qui en fait l'expérience. C'est la définition que donne Philippe Guillemont, qui est un chercheur physicien au CNRS. Donc, une synchronicité, c'est la coïncidence de deux événements qui sont liés par le sens et non pas par la cause. Au début des années 20, Carl Jung découvre le I Ching, le livre des transformations. Et il découvre en même temps le phénomène de synchronisation entre l'état intérieur de son patient et le texte sélectionné par le petit rituel des 9 pièces ou des 49 baguettes. Jung disait que les réponses du I Ching étaient toujours justes et signifiantes, toujours en correspondance avec ses consultants. Et je dirais qu'il en est de même pour le tarot. Ce sont deux outils, il y en a d'autres d'ailleurs, qui mettent en lien
qui mettent du lien entre la profondeur de la psyché et la conscience éveillée du consultant. Il n'y a jamais rien, mais jamais rien d'anodin dans une synchronicité. J'aimerais faire ici un petit ajout personnel et vous partager que ma perception du vivant a beaucoup changé lorsque j'ai compris que le cerveau traitait le temps comme il traite l'espace. Alors, dans l'espace, vous occupez un certain volume, et puis il y a l'espace devant vous, que vous voyez, donc il existe. Puis il y a l'espace derrière vous, qui existe aussi. Ces trois espaces, celui que vous occupez, celui qui est devant, celui qui est derrière, existent en même temps. Eh bien, il en est de même pour le temps. Le cerveau traite le temps de la même façon qu'il traite l'espace, c'est-à-dire le présent, le futur et le passé existent simultanément. Le futur est donc dans le présent. Et s'il est dans le présent, ça veut dire aussi qu'on peut le prédire, façon de parler. Mais le futur fluctue en fonction du présent. Donc, lors d'une consultation, tarot ou autre, ce qui se passe, c'est que l'apport symbolique des arcanes vont amener à ouvrir des chemins possibles pas encore conscientisés par le consultant, et du coup, en retour, ces chemins-là vont créer un espace dans le présent pour qu'ils adviennent. Lorsque vous faites une demande à l'univers, vous informez votre soi que vous allez tenir compte de la réponse, même si vous n'avez aucune idée de quelle forme et sous quel aspect elle va se présenter à vous. Vous êtes en fait prêt à déclencher un changement potentiel. Et ce changement potentiel en retour va créer l'information, la réponse que vous attendez. La réponse va créer dans le présent le lien pour que vous puissiez emprunter le chemin, la voie de ce potentiel. La demande que fait ma cliente Joy avant de partir crée un environnement psychique d'ouverture. Et selon bien des psychanalystes, des analystes, des physiciens aussi, il semblerait que le phénomène de synchronicité prenne place le plus souvent lorsque l'individu est dans une période de sa vie durant laquelle une transformation matérielle et psychique serait à l'œuvre. Et nous allons voir que c'est le cas pour Joy. Allons retrouver Joy au volant de sa voiture. Elle vient juste, comme vous le savez, de faire sa demande à l'univers et elle est en partance pour le concessionnaire automobile. À peine a-t-elle quitté son domicile que, près du talus, juste sur le rebord de la chaussée, au virage, se tient un petit écureuil blanc. À la vue de l'écureuil, Joy immédiatement fait un lien avec sa demande. Et elle sait directement, sans se poser de questions, que c'est la bonne voiture. Non seulement elle a cette affirmation qu'elle cherchait, mais elle ressent aussi un état de légèreté et une grande douceur la pénétrer. Elle sait que c'est la bonne voiture, elle sait aussi que l'univers vient de lui répondre et elle sourit. J'aimerais faire une parenthèse ici de nouveau pour souligner deux des critères qui caractérisent le phénomène de synchronicité. Le premier, c'est la libération d'une forte charge émotionnelle. Et quelle que soit la nature de l'émotion, c'est quelque part la signature de la synchronicité.
Le deuxième critère, c'est l'improbabilité de voir un petit écureuil blanc de surcroît à ce moment précis. Mais ce que je veux dire ici, c'est que si Joy n'avait pas vu l'écureuil, ben évidemment, il n'y aurait pas eu de synchronicité. Et même si elle avait vu l'écureuil mais n'avait rien ressenti du tout à la vue de l'écureuil, eh bien, il n'y aurait pas eu de synchronicité non plus. Alors, les deux événements, Joy en partance pour le concessionnaire auto et le petit écureuil, on voit bien qu'il n'y a pas de relation d'influence entre ces deux événements. Ils sont séparés, ils sont sans relation. Et pourtant, ils sont chargés de sens pour Joy. Cette coïncidence rentre en résonance profonde avec son psychisme. Et ce petit écureuil va la frapper quelque part. Et le sens qui va surgir d'elle monte naturellement, sans effort. Ce n'est pas mental. Elle ne le fabrique pas. Joy est une personne qui prend le hasard au sérieux. Mais pour quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas eu de synchronicité. Il n'y aurait pas eu même un soupçon d'intérêt à voir ce petit écureuil sur le bas de la route. Cela peut nous laisser songeurs. Est-ce qu'on passe à côté des clins d'œil de l'univers? Est-ce qu'on reçoit des réponses qu'on n'accueille pas? Est-ce qu'on est présent tout simplement à ce qui nous entoure? Notre manque de présence réduit considérablement la chance de percevoir ces moments synchrones qui peuplent nos jours, comme le dit si bien la citation. Souvent, c'est le mental qui s'accroche à ce qu'il connaît. Le mental est calculateur parce qu'il essaye de prévoir, il essaye d'éviter le pire, le traumatisme déjà vécu. Et lorsqu'il fait son boulot, quelque part, eh bien, il nous empêche aussi d'être en alignement avec le moment présent, l'espace de tous les instants. Tout est déjà là. Mais nous, le sommes-nous. Si l'on est présent à notre environnement, à ce qui nous entoure, on reçoit toujours l'information dont on a besoin. Joy continue sa route dans une légèreté de cœur qui lui fait un bien fou. La vue de ce petit écureuil lui a donné l'envie de danser. Elle ressent une joie, une allégresse qui peut sembler un petit peu disproportionnée par rapport à l'événement, mais elle sent, sans vraiment mettre de mots dessus, sans vraiment intellectualiser ce qui se passe, elle sent qu'une lourdeur vient de la lâcher. Joy finit par arriver chez le concessionnaire auto et on lui présente la voiture, dont la couleur a pour mention bleu galactique. À ces mots, Joy ne peut que sourire. Pour elle, c'est un clin d'œil de l'univers, un autre, même si techniquement on ne peut pas appeler ceci une synchronicité. Lors de la consultation, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander mais quelle était la couleur de l'autre voiture? Gris foncé. Ah, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la symbolique des couleurs ici. Nous allons donc voir ce qui est en œuvre dans la vie psychique de Joy au moment de la vente de son ancienne voiture et l'achat de sa nouvelle. Car franchement, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Parlons du gris souris ou du gris foncé. L'une des significations majeures de cette couleur, c'est le mal-être que l'on ne s'avoue pas forcément. Il faut quand même que je vous dise, que je vous précise que Joy a acheté cette voiture il y a 3 ans. Joy dit elle-même de ne s'être jamais sentie en sécurité au volant de cette voiture. Elle se sentait recroquevillée, la voiture était basse. Elle ne pouvait pas s'étirer, elle ne pouvait pas allonger sa nuque.
Et de plus, lorsqu'elle regardait dans les rétroviseurs, elle avait très peu de visibilité. Et particulièrement pour changer de voie sur l'autoroute, c'était compliqué. Et elle avait le sentiment qu'elle mettait sa vie en jeu à chaque changement. Et Joy rajoute, elle-même, j'avais l'impression de rentrer dans mon ombre. Rien que ces mots-là sont presque littéralement la description du gris-souris. En effet, le gris-souris, c'est le manque de visibilité. Certains l'appellent la purée de pois. C'est la couleur du brouillard, tout simplement. On n'a pas de vision, on manque de distance pour voir ce qu'il y a un petit peu plus loin que le bout de son nez, quelque part. Et donc, c'est aussi la couleur de l'angle mort. Curieusement, dans sa voiture grise, elle a beaucoup d'angles morts qui la mettent en danger lorsqu'elle est au volant de cette voiture. Et l'angle mort, c'est la partie de soi qu'on ne voit pas mais qui existe. Alors, lorsque Joy a parlé d'ombre, je n'ai pas pu m'empêcher de calculer la saison dans laquelle elle se trouvait, sa saison personnelle. Et elle se trouvait en année 15, il y a 3 ans. C'est l'année du diable et c'est la saison des tests et des tentations. Mais c'est aussi la saison durant laquelle on peut traverser nos ombres et rencontrer nos démons intérieurs. Je vais ici faire une autre parenthèse pour vous donner un tout petit peu plus de détails sur les cycles et les saisons et leurs principes selon la numérologie tarotique qui diffère sensiblement de la numérologie classique. Alors tout d'abord, parlons des cycles. Qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est un intervalle de temps de 9 ans durant lequel vous allez faire des expériences, vous allez vivre des événements et des phénomènes qui vont tourner autour d'une même thématique, qui vont donner la couleur et la teneur du cycle. Alors, je vous ai mis ici un schéma sur lequel vous pouvez voir les cycles et les thèmes qui leur correspondent. Le déroulement d'un cycle a donc un point de départ, d'émergence, d'une énergie, jusqu'à sa pleine expansion ou point culminant, et sa transmutation en une énergie nouvelle qui fera partie du cycle suivant. C'est évidemment le même schéma que celui du vivant. Il y a un point de départ, une naissance, ensuite il y a un développement, une croissance, pour aboutir à une culmination et à un déclin et une fin. Alors nous connaissons tous l'adage populaire « rien ne se perd, tout se transforme » qui correspond intrinsèquement au principe de cycle de vie. Prenons par exemple le 6e cycle de vie. Il correspond à l'arcane majeur de l'amour dans le tarot et on l'appelle le cycle de la mutation. Alors les énergies de ce cycle vont vous amener avec plus ou moins de facilité, suivant votre appétence ou votre résistance à muter, à changer de peau, à laisser tomber de vieilles peaux, comme le serpent qui mue. Durant ce cycle, vous allez prendre sensiblement plus conscience de tous les compromis que vous avez acceptés jusqu'alors. Et vous allez les remettre en question. Cette remise en question va profiter, va amener plus de liberté dans vos choix et vos engagements. Et c'est ainsi que vous allez préparer le cycle suivant, le 7e cycle de vie. Vos engagements vont devenir un tremplin pour la suite, à moins que la jalousie, la peur, l'ambivalence prennent le meilleur de vous pendant ce cycle. Le 6e cycle de vie correspond en gros au passage de la quarantaine à la cinquantaine. Cela va varier selon les individus et il y a des calculs précis à faire, mais je ne vais pas m'attarder ici au côté technique
des cycles, du calcul des cycles, bien que ce soit très instructif de les connaître. Quant aux saisons, elles correspondent à un intervalle de temps de 12 mois, un an, et elles sont au nombre de 9 par cycle, mais le total des saisons disponibles, façon de parler, correspondent au chiffre 22 puisqu'il y a 22 arcanes majeures du tarot. Revenons maintenant à la saison 15, la saison qui nous intéresse puisque c'est la saison durant laquelle Joy a acheté cette fameuse voiture grise. La saison 15, la saison du diable, celle qu'on appelle la saison des tests et des tentations, va vous amener et provoquer en fait des remous. Des remous dans des parties de vous que vous avez oubliées, que vous avez laissées de côté. Et lors d'une année 15, on est souvent confronté à des stratégies que l'on a mises en place auparavant dans le passé pour se faire aimer. Et ces stratégies n'ont plus lieu d'être, mais elles sont quand même là. Elles dirigent quand même votre vie. Et du coup, cette année 15, puisqu'une saison, c'est toujours une énergie de croissance, de changement, quelle que soit la nature de cette énergie, eh bien, l'énergie 15 va aller chercher ces bouts de vous fragmentés qui ne demandent qu'à se retrouver, qu'à se rassembler. Un des grands avantages de la saison 15, c'est l'opportunité, la chance de rencontrer et de reconnaître son ombre. Alors de quoi parle-t-on? L'ombre, c'est la partie de nous-mêmes qui n'a pas été vécue, qui a été abandonnée. La plupart du temps pour des raisons de survie psychique, voire même physique. L'ombre, c'est cette part de nous à laquelle, pour des raisons multiples, variées, des circonstances de vie particulières, nous avons renoncé. Cette part-là est évidemment liée, dans notre psychisme, à nos blessures les plus profondes. La part d'ombre représente aussi ces aspects de nous qui ne sont pas aimables et qu'on a cachés, justement, pour être aimés. Ce sont des fragments d'être, des morceaux, qui ne demandent qu'à être réunifiés. Et c'est bien ce que la saison 15, quelque part, en lien avec toutes les énergies de l'univers, nous propose. Le côté lumineux du diable, c'est justement d'aller oser chercher ces parties de soi, ces ombres, que symbolise vraiment très clairement le gris-souris dans l'histoire de Joy. Alors, avant de continuer, je dois vous raconter une histoire dans l'histoire, en lien avec cette vibration 15 dont on vient de parler. Alors que j'étais en train de construire cette conférence, d'y réfléchir, j'ai moi aussi fait une demande à l'univers pour me donner encore plus de matériaux, de réflexion sur mon propos. C'est ainsi qu'un matin, alors que je m'affairais dans la cuisine, la petite planche à découper posée sur le rebord de l'évier non seulement attira mon attention, mais me frappa l'esprit. Je m'explique. J'ai acheté cette petite planche à découper il y a plus de 10 ans pour faire la cuisine. Je m'en sers uniquement pour faire la cuisine et elle n'a absolument rien de spécial, rien de particulier, aucun lien affectif, aucune mémoire à chérir. Et pourtant, ce matin-là, elle a pris une dimension inattendue, insoupçonnée. L'eau qui était en train de sécher sur la planche avait créé deux formes qui m'ont totalement arrêté dans mon élan de ce que j'étais en train de faire, parce qu'elle faisait complètement écho avec ce que j'étais en train de penser. Effectivement, j'étais en dialogue avec le diable, du tarot bien sûr. Je vais tout d'abord vous montrer la planche à découper telle qu'elle est lorsqu'elle est sèche.
et vous pourrez constater par vous-même la banalité de cet objet familier. Je précise que j'ai pris cette photo après coup, car je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la montre. Je me suis amusée à faire un petit montage pour vous inviter dans ma vision, parce qu'il n'est pas impossible que lorsque je vous montre la planche, vous ne voyez absolument pas ce que j'ai vu. Et c'est ça la puissance des synchronicités. Elles n'existent que pour celui qui en fait l'expérience. Tout est subjectif dans une synchronicité. Une autre caractéristique de la synchronicité, c'est l'effet saisissant, qui vous arrête dans votre élan, qui stoppe la turbine du mental, qui peut même aller jusqu'à vous couper le souffle. C'est un peu comme une secousse qui vous réveille à une réalité qui allait vous échapper. Alors voici la planche avec ces deux silhouettes. Car oui, il s'agit bien de deux silhouettes identifiables. La première, que j'appellerais la dame au miroir, d'une certaine élégance dans sa tenue et posture, elle se regarde. Mais que voit-elle se profiler derrière elle? Une ombre qui est plus grande qu'elle et qui ne ressemble pas à ce qu'elle voit dans le miroir. C'est vraiment une analogie surprenante de l'année 15, visible sur ma vieille planche à découper. Je distingue clairement le diable avec ses ailes et qui semble fanfaronner dans son dos. Et le dos, comme vous le savez, sans doute, représente l'inconscient. L'ombre, c'est notre être mal aimé, comme le diable. Il ne demande qu'à être vu pour se fondre à nouveau dans l'unité de l'être. C'est le message que j'ai reçu ce jour-là à la vue de ma planche à découper. Et quelque part, il a un contenu poétique, ce qui est aussi une des caractéristiques de la synchronicité. Le contenu et le contenant est souvent poétique, car cela nous ouvre à un autre langage qui nous permet de grandir et d'accéder à cet univers intérieur. Je voudrais ici vous parler un tout petit peu plus du diable, qui a un nom qui est relié à un rejet, à une crainte, à des croyances religieuses la plupart du temps, qui fait que on n'est pas très à l'aise lorsqu'on voit cet arcane. Et pourtant, je voudrais vous amener ici l'une de mes interprétations favorites du diable. Elle est ésotérique. Et le diable, en fait n'est autre que la main gauche de Dieu. Et le pape étant la main droite. Le pape, c'est l'arcane 5 du tarot. Et ensemble, ils forment une paire. Et une paire, c'est l'association entre deux énergies qui sont complètement en opposition et en même temps complètement indissociables parce que complémentaires. En d'autres mots, il n'y a pas de diable sans pape ou de pape sans diable. Alors, cette paire entre le diable et le pape me fait souvent penser à une petite blague. Alors, je vous la donne. Elle commence par une question. Quelle est la différence entre la religion, le pape, et le diable, la spiritualité? La religion, c'est pour ceux qui ont peur du diable, de l'enfer. Et la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Alors pour revenir un peu plus sérieusement sur le principe de réappropriation qui est possible lorsque l'on traverse une saison 15, Joy achète cette voiture grise, qui va devenir le véhicule, c'est le cas de le dire, de ce processus. Mais il lui faudra 3 ans pour s'en rendre compte et une série de synchronicités. Il est tout de même important de souligner que le diable, c'est Lucifer. Et Lucifer, dont la racine du mot est lus, qui veut dire lumière en latin. Donc le diable met en lumière nos ombres et nous amène à réunifier ces parts de nous que nous avons laissées sur le bas-côté de la route. Et curieusement, c'est la position de ce petit écureuil sur le bas de la route.
Alors, quelle est la part de Joy qu'elle est prête à réintégrer? Pour aller un tout petit peu plus loin, allons voir ce qui se passait dans la tête de Joy juste après qu'elle ait fait sa demande à l'univers, mais juste avant qu'elle voie ce petit écureuil blanc. En fait, elle est en train de penser et de réaliser qu'elle n'a pas entretenu correctement cette voiture grise, qu'elle est sur le point d'aller échanger. Elle se sent un peu coupable de l'avoir négligée. Alors vous entendez bien ici que la voiture grise symbolise en fait une partie de Joy qu'elle a négligée. Mais au niveau conscient, elle se sent coupable de ça. Alors, je lui pose la question, est-ce que elle s'est sentie comme une mauvaise mère pour cette voiture? Et à ces mots, Joy réalise combien ces 3 années avaient été lourdes, avaient été difficiles. Joy serait-elle alors en train de récupérer une légèreté perdue? Oui, un des symboles de l'écureuil, c'est la légèreté de l'être. Faire le lien entre la négligence que Joy a eue envers cette voiture grise et le fait de ne pas être une bonne mère n'était pas tout à fait innocent de ma part, car je connais le passé de Joy. Il faut savoir que Joy est l'aînée d'une famille de 4 enfants, et très tôt, sa mère très très dépressive a demandé à Joy de s'occuper de ses frères et sœurs. Donc elle est devenue une petite mère avant l'heure. La grande fragilité mentale de sa mère était comme une épée de Damoclès sur la tête de Joy et pesait de tout son poids. Joy était devenue la présence qui sécurisait sa mère. C'était le monde à l'envers, l'enfant responsable du parent. Ce sentiment oppressant que Joy a à l'intérieur par le fait qu'elle sent bien qu'elle a la vie de sa mère entre les mains, va peser très lourd dans sa vie d'enfant. Et je ne vais pas ici vous raconter tous les méandres de cette relation, mais lorsque Joy elle-même est devenue maman, sa mère lui a fait une demande sans doute sensée à ses yeux, mais complètement insensée à ceux de Joy. Elle lui a littéralement demandé de laisser sa fille, qui était alors qu'un nourrisson, et de venir exclusivement s'occuper d'elle. Joy a dit non, et quelques jours plus tard, sa mère s'est suicidée. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous puissiez mesurer la lourdeur du poids qui pèse sur les épaules de Joy. Et pour revenir à la symbolique de cette voiture grise dans laquelle elle se sent recroquevillée, pas en sécurité et pourtant coupable de ne pas l'avoir entretenue, eh bien, on peut se demander, et on peut même être certain, que c'est plus qu'une voiture grise qu'elle est en train de lâcher ce jour-là. Continuons à interroger le symbole de l'écureuil. Lui aussi semble un peu recroquevillé. L'écureuil met de côté pour l'hiver de la nourriture. Mais il faut savoir qu'il n'en retrouve que 10% de ce qu'il a caché. C'est un peu comme Joy. Elle a caché des parties d'elle-même pour se sauvegarder, mais elle ne sait plus où elle les a mises. Pour Joy, être avec sa mère, c'était un peu comme conduire cette voiture grise. Pas de sentiment de sécurité, pas de visibilité, et surtout un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir en prendre soin. Tous les symboles collent parfaitement à son histoire. Mais il y a un détail qui ne peut nous échapper. Le petit écureuil est blanc, et non pas brun ou marron, comme c'est le cas dans cette région des États-Unis. Alors, ne nous privons pas d'aller voir du côté de la symbolique des couleurs pour voir ce que nous raconte ce blanc. Le blanc, c'est le symbole de la page qui se tourne, car un frein inconscient vient de lâcher. Et on peut remettre le compteur à 0. Et dans le cas de Joy, elle est dans le processus de réintégrer son innocence, son insouciance, l'enfant rieur, joueur
qu'elle n'a pas pu être, car elle s'est bâtie sur cette prévoyance qui lui permettait de croire qu'elle gardait sa mère en vie. Et si on fait un trait d'union aussi entre l'écureuil, le symbole de l'écureuil, et le blanc, eh bien le blanc, c'est le laisser derrière soi. Comme l'écureuil laisse derrière lui ses vivres dont il n'aura en fait pas besoin plus tard, eh bien Joy est en train de laisser derrière elle cette construction de prévoyance due au péril latent qui était présent dans son enfance, évidemment. Et pour faire un petit clin d'œil à notre diable, le blanc, c'est l'absence d'ombre. Le fait que le petit écureuil ne soit pas marron renforce quelque part le message du blanc. Parce que le marron, c'est le symbole du passé, c'est aussi le symbole de la lourdeur, des schémas répétitifs et aussi de la famille, entre autres. Reprenons le fil de l'histoire et Joy arrive chez le concessionnaire. Elle y retrouve la vendeuse qui, en bonne américaine, n'est pas avare de partager sa vie privée. Donc, sans vraiment d'à-propos ou de lien évident, celle-ci lui raconte ce qui s'est passé la veille chez elle. Sa fille, adolescente, à 22 heures, lui demande d'aller chercher une glace. Sa mère lui rétorque « Écoute, je suis en pyjama, j'ai pas envie, je n'y vais pas. » Et sa fille de lui dire « Écoute maman, essaye d'être une meilleure mère pour moi, s'il te plaît. » La vie offre constamment des miroirs qui sont d'une aide précieuse. Et dans ce cas précis, eh bien, le miroir, c'est que cette vendeuse rappelle à Joy qu'elle a quand même un problème de mère à régler. Au cours de notre consultation, Joy prend conscience que la situation extérieure reflète, en fait, sa structure intime. Du gris souris au bleu galactique, toute une évolution pour Joy. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, le centre de la communication, de l'expression et de la parole. Il représente aussi le lien avec l'intuition, l'inspiration. Le bleu, c'est le ciel, la non-pesanteur, la légèreté d'être. Alors on peut dire que cette nouvelle voiture est une forme de confirmation que Joy est bien dans un processus de libération. Le bleu est aussi la couleur des synchronicités, qui nous donne l'accès à des informations invisibles, qui nous permettent de grandir et d'accéder à des parties de nous-mêmes qui sont au-delà de celles qui ont souffert ou qui souffrent encore. Joy est sensible à toute cette symbolique autour de l'achat de cette nouvelle voiture, mais elle ne conscientise pas immédiatement ce qu'elle est en train de vivre. Cela se fera durant notre consultation. Joy est maintenant au volant de sa nouvelle voiture. Elle se sent bien, légère, elle a la place pour se tenir droite au volant. Alors elle se sent d'humeur à écouter de la musique. Elle branche la radio. Et alors, qu'entend-elle? Je vous laisse en écouter un extrait et je vous ai mis la traduction des paroles. Call all angels, call all angels, walk me through this world, don't leave me alone. Call all angels, call all angels, we're trying, we're hoping, but we're not sure how. C'est la deuxième synchronicité depuis que Joy est partie de chez elle. Philippe Guillemin parle de synchronicité en cascade, c'est-à-dire que ce sont des synchronicités qui s'enchaînent les unes aux autres, au cas où on aurait encore des doutes sur le message qu'on vient de recevoir et sur la décision à prendre. Joy poursuit donc sa route en compagnie des anges. Et comme le dit le dicton Jamais 203, alors qu'elle emprunte la route du lac, droit dans son viseur,
elle voit un héron, un magnifique héron, dont le cou est déployé vers le ciel, prêt à s'envoler. À partir de ce moment-là, après ces 3 synchronicités en cascade, Joy n'est plus du tout dans le même état intérieur qu'elle a quitté son domicile. Non seulement elle n'a plus aucun doute sur cette voiture qu'elle vient d'acheter, mais elle sait, elle sent qu'elle est en train de réintégrer, de se réapproprier cette légèreté d'être qu'elle n'a jamais eu la chance de vivre dans son enfance. Je vous laisse imaginer l'implication au quotidien de cette réappropriation. Le petit écureuil blanc lui avait comme murmuré à son oreille que la réunion avec la légèreté d'être était en cours, en voie de réalisation. Le héron, au cou allongé, le symbole du poids disparu, qui lui avait fait courber l'échine. Alors quelles sont les fonctions, les rôles des synchronicités dans nos vies? Alors tout d'abord, elles permettent de dépasser les barrières du mental. Parce que avec leurs effets de saisissement et aussi le langage symbolique qui sont au cœur des synchronicités, le mental ne peut pas récupérer immédiatement le contenu quelque part. Il y a brouillage des cartes, des codes, et quelque part, on ne peut plus continuer comme avant. C'est un peu comme si la synchronicité était en participation à une forme de désorganisation, déprogrammation de notre structure interne, et en même temps, elle est aussi le signe de cette réorganisation qui est en train de se passer en nous. La synchronicité aide à dépasser, à outrepasser les pensées rationalisantes qui paralysent le vivant. Les synchronicités ont aussi une fonction politique, car elles nous rappellent la souveraineté de l'être, de l'âme, sur le monde matériel, sur le monde rationnel. Et d'ailleurs, on serait bien fichu de créer une mécanique quelconque de production de synchronicité, car on ne produit pas de synchronicité par pure volonté mentale. C'est le désir d'être en lien avec une entité plus grande que soi, avec une intelligence inclusive, avec un espace spatio-temporel illimité qui est le terreau le plus propice aux synchronicités. Et puis, les synchronicités amènent du jeu dans notre vie. Et nous jouons avec un partenaire de grande envergure, l'univers. Ce jeu-là nous donne de la hauteur. Il nous permet de percevoir des solutions, des idées, des directions qui n'étaient pas complètement détectables ou visibles par le mental. À l'écoute de nos synchronicités et à force de changer de chemin, on finit par changer de direction et de destination. Alors, notre responsabilité dans ce grand jeu avec l'univers, c'est d'accepter d'aller vers des chemins inconnus qui nous sont suggérés par ce partenaire unique. C'est aussi de laisser agir plutôt que de vouloir être dans le contrôle. Et c'est bien évidemment accepter et dire oui au changement. Le tarot met souvent en scène un espace de synchronicité entre les symboles du tarot, des arcanes et votre besoin intérieur. Je vous souhaite d'avoir l'envie d'aller jusqu'au bout du décryptage et du décodage de vos synchronicités. Car, comme le dit Jeanne Ayache, les synchronicités, c'est tout l'univers qui pense à vous. Je vous remercie.